Amis rêveurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un extrait d'atelier sur les plantes de pouvoir. Il fait suite à celui sur les animaux de pouvoir, publié le 6 février. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Ces deux vidéos sont complémentaires. La première vous donnera de bonnes bases pour mieux comprendre ce qui est dit dans celle-ci. Le 17 avril, vous aurez un autre extrait de vidéo qui portera sur les pierres de pouvoir. Donc, on va faire, oui, j'avais décidé de faire depuis le mois d'août trois séries, c'est-à-dire la série Animaux de pouvoir, la série Plantes de pouvoir et il y aura la série Pierres de pouvoir, parce que ça permet vraiment d'avoir différents alliés. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le chamanisme, il y a des chamans. Alors, bon, la chose la plus, on va dire, classique dans le chamanisme, c'est évidemment l'animal de pouvoir. C'est ce qui est le plus connu. C'est ce que on va dire, c'est en lien. Les animaux, les plantes et les minéraux sont en lien avec les structures, nos structures, on va dire en tant qu'être humain. Les animaux, c'est plus en lien, si vous voulez, si on veut faire une comparaison, avec tout ce qui est musculaire. Avec donc le muscle, avec la façon d'avancer dans la vie, de nous, de nous mouvoir avec l'action, etc. Ça, ce sont les animaux qui sont en lien avec les règnent, on va dire, sur cette partie. Les plantes vont régner sur tout ce qui concerne le souffle. Donc, elles nous mettent directement en lien avec, évidemment, le souffle de la création, la L'énergie. créativité. Comment? Yves. L'énergie, alors. Voilà, c'est ça. Le souffle qui insuffle la vie. Alors après, effectivement, s'il y a de la vie, mais il n'y a pas de muscle pour avancer, c'est un tout, mais c'est le souffle. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons dans les pays germano-nordiques, nous avons la, la, la mythologie qui dit que les trois frères, donc Odin, Wotan, Odin avec ses deux frères Fili et Fée, ils ont trouvé au bord de je crois au bord de la plage, quelque chose comme ça, ils ont trouvé deux troncs d'arbres. Et deux troncs d'arbres, Emla, Asker et Emla, ils ont trouvé donc deux troncs d'arbres qui étaient les deux premiers êtres humains. Et Odin a insufflé le souffle dans ces deux êtres humains. Et c'était les ancêtres de l'espèce humaine. Après, il va y avoir il y a toute une période, puisque dans on va dire les mythologies germano-nordiques, ça fonctionne par cycle. Lorsque le cycle sera terminé, ce qu'on retrouve, le cycle de Kali Yuga, par exemple en yoga, le monde va s'effondrer et renaîtra à nouveau pour un prochain cycle. Donc, chez les germano-nordiques, ça s'appelle le Ragnarök. Et la race humaine, l'espèce humaine va renaître et à nouveau sous forme d'arbres. Là, ça sera Lifer et Liftrasir, mais bon, peu importe, ça n'a pas. Voilà, donc le souffle est directement lié avec le végétal, bizarrement. Mais en tout cas, chez nous, c'est lié avec les poumons et toute la ramification des poumons. D'ailleurs, si vous voyez des poumons où on a toute la ramification de la structure des poumons, ça fait penser à un végétal. Donc c'est le souffle. Et Bismarck, homme politique allemand, il a toujours dit, moi j'ai toujours connu oui, ce proverbe, on va dire, ou cette phrase en tout cas. Je ne savais pas quand j'étais gamine que c'était de Bismarck, parce que Bismarck disait, et j'ai toujours connu ça toute petite, Bäume sind Ahnen, ça veut dire les arbres sont nos ancêtres. Et ça remonte à cette origine extrêmement ancienne.
parce que c'est une origine païenne et qui remonte au paléolithique, hein. Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, les arbres sont nos ancêtres. Et là, on va travailler avec les plantes qui sont en lien avec le souffle. Et qui dit souffle dit souffle divin, évidemment, création du divin, création de Dieu, création de l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai prévu un cycle de 3. Donc, j'avais fait les animaux de pouvoir au mois de août. Là, les plantes de pouvoir. Et fin octobre, je ferai les pierres de pouvoir parce que les pierres de pouvoir sont en lien avec la structure osseuse. Et juste pour vous dire ça, pour faire un petit récapitulatif, la structure osseuse, alors dans le chamanisme, tout le monde, tous les chamans ont leur animal de pouvoir, travaillent avec des animaux de pouvoir. Ensuite, ils travaillent également avec des plantes de pouvoir qui ont on va dire, une couleur énergétique particulière. Chaque plante de pouvoir a une couleur énergétique particulière. Il y a des plantes selon un petit peu comme l'aura, si vous voulez, et en voyant ça, les chamans reconnaissent déjà si ça va être une plante de guérison, une plante qui va leur donner la connaissance, etc. Et puis, la structure osseuse, il est dans le chamanisme, on dit que c'est ce qui contient l'âme ou l'esprit de l'être humain. Voilà. Et donc, les minéraux, il y a des chamans qui travaillent avec les minéraux. Par contre, ce ne sont pas des minéraux, ce ne sont pas les chamans les plus courants. On n'a pas les chamans qui travaillent avec les minéraux sont des chamans très particuliers. Ils sont plutôt taciturnes. On ne les rencontre pas avec une carte de visite parce que ils sont à l'image des minéraux, discrets. Ils se fondent dans le paysage. Ils ne se font pas connaître. Ils sont plutôt solitaires, etc. Voilà, c'est des gens et parce que c'est pas facile de rentrer en contact avec un minéral. Alors, il y a des personnes, par exemple comme Dominique ici, sans vouloir mettre l'attention sur toi, Dominique, qui ont un lien particulier avec des minéraux. Voilà. Et ça se passe. Donc ça, c'est pour vous donner un point général. Et on a chacun des guides, des alliés dans les différentes catégories. On a des alliés animaux, on a des alliés végétaux, on a des alliés minéraux. Il y a des plantes avec lesquelles on s'entend très bien, il y a des plantes avec lesquelles il vaut mieux éviter. Et même quand les plantes sont bonnes pour, je ne sais pas, moi par exemple, nettoyer le sang comme l'ortie, admettons, d'une manière traditionnelle, si vous n'avez pas trop d'affinité avec cette l'ortie, par exemple, ça ne sera pas forcément la plante qu'il vous faudra. Même si on va aller en magasin bio ou en pharmacie, peu importe, et qu'on va vous dire, mais ça, c'est super efficace et chez vous, ça marche pas vraiment. Cherchez l'erreur. C'est parce que vous n'avez pas d'affinité avec la plante. Mm. Et ça, c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'essayer de trouver. Alors évidemment, on ne va pas retrouver spécialiste en plantes. Nous ne sommes pas des spécialistes en plantes, nous ne sommes pas des spécialistes en minéraux. On peut s'y connaître, mais sans être un spécialiste. Et alors, quand on voit au niveau des plantes, les millions de plantes et d'espèces différentes, ça ne serait pas évident. Donc, moi, ce que je vous conseille pendant les voyages, on va faire des voyages ce week-end, alors déjà essayer de rentrer en contact avec la plante, de lui demander son nom. Notez le nom, vous ferez vos recherches après. Vous avez peut-être une plante qui est une plante africaine que nous ne connaissons pas, une plante d'Australie, peu importe, d'Indonésie, etc. Et peut-être aussi de la dessiner, de voir à quoi elle ressemble, parce qu'en faisant un dessin, vous allez pouvoir photographier ça et chercher sur Google Images. Vous voyez, vous dessinez la plante comme vous l'avez vue. Puis après, vous cherchez sur Google Images si vous allez trouver quelque chose comme ça. Ça, faudra faire vos petites recherches. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vas-y, Arlette.
Lors de voyages précédents, on avait trouvé nos animaux, nos pierres et nos plantes de pouvoir. Euh, mais c'était d'une manière globale. Quel est le rapport avec celle qu'on va faire aujourd'hui? Dans quel voyage précédent? Tu parles de quoi? Oh, ça fait un petit moment. Oui, on l'a fait, oui. Ah Oui. oui, mais oui, c'est la Les plante. guides des trois mondes, dans les trois Ah oui, mondes, dans les guides des trois mondes, c'est la plante générale. il y a un an. Mais il y en a, oui, d'accord, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui. Il y a des plantes D'accord, vraiment pour chaque domaine. Voilà, oui, oui, oui. Dans chaque domaine, il y a des plantes particulières. d'accord. Mais ces animaux, plantes et minéraux qu'on avait trouvés, on ne les met pas de côté, on les Ah non, conserve. pas du tout. Bah, bien sûr, pas du tout. Vous pouvez avoir, par exemple, un animal de pouvoir de naissance et vous en avez d'autres qui vont venir pour régler ou pour vous aider à prendre conscience de telle ou telle chose. Tu vois, mais Donc, ça, ceux qu'on avait trouvés, ils se classent dans quelle catégorie? De naissance, de spiritualité, à quel niveau? ben, moi, je dirais que c'est par exemple, alors, si tu parles de l'animal de pouvoir, ça peut être ton animal de pouvoir de naissance, tu vois. Ou à ce moment-là, tu as eu un animal de pouvoir particulier pour régler quelque chose à ce moment-là, ou ta plante, on va dire, protectrice générale, tu vois. D'accord. Et après, tu peux toujours voyager et lui demander. Est-ce que je peux Vas-y, raconter une histoire là, qui vient de m'arriver à Singapour? Justement, vas-y. par rapport aux animaux de pouvoir, euh, où je veux dire que tous les voyages qu'on fait, c'est super important de faire avec beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes, etc. Parce que ce qui est venu à ce moment-là, c'est pas du tout mon animal de pouvoir. Mais où j'étais chez ma fille, je vais essayer d'être très court, hein. Où j'étais chez ma fille, il y a un problème tous les soirs. Bon, elle habite à Sentosa, l'île de Singapour, qui est l'île vraiment paradisiaque, on va dire. Et tous les soirs, il y a des corbeaux qui viennent et qui font du bruit pendant un petit moment. Et mon gendre me dit, bah voilà, il nous embête tous les soirs. Et tous ceux qui sont autour ont fait un système de laser, etc., faire du bruit, etc., pour que les corbeaux s'en aillent. Alors les corbeaux, ils s'en vont, évidemment. Mais toi, pendant ce temps-là, tu es gêné par tous les bruits. Alors moi, j'ai réfléchi à ça et pendant la nuit, parce que je savais qu'ils revenaient, je me suis mis en voyage avec les corbeaux. Et là, c'était génial. Les corbeaux, déjà parce que, bon, évidemment, tout ce qu'ils représentent par rapport à la mort, etc., j'ai eu des messages des corbeaux qui qui me disaient que le lieu était important, ce lieu-là. Et quand j'ai fait les recherches, comme tu dis de faire des recherches à chaque fois, je me suis rendu compte que l'île de Sentosa, au départ, avant que Singapour soit ce qu'il est aujourd'hui, soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de persécutions, où il y a eu quasiment comme un camp de concentration, tu vois, exactement comme pour les nazis. Les Japonais avaient fait un camp de concentration à cet endroit-là, pile poil à l'endroit de l'île. Et je me suis dit, et le message des corbeaux, c'était de dire, il faut réparer tout ça, il faut nettoyer tout ça, il faut faire prendre conscience aux gens qui habitent là que ça serait bien, par exemple, c'est ce qu'on m'a dit, ça serait bien de faire une célébration, parce que, bon, tout ça, ils ont oublié, de faire une célébration sur ce qui s'était passé à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine. Et là, ça a été vachement clair. Les corbeaux, ils m'ont dit ça, mais c'était vachement clair, quoi. Comme quoi, c'est... Alors que c'est pas du tout mon animal de pouvoir. Mm. Ben oui, et en même temps, il y a plusieurs choses, c'est hyper Ouais. important ce que tu dis. Déjà, préférer le son, le bruit pas possible et Eh le ben laser oui. au corbeau, déjà, là, tu te dis, ils Il sont y quand a- même disjonctés, ça commence mal. Ouais, Et en plus, le corbeau, c'est un animal extrêmement important puisque c'est le message exact. de Dieu. Ouais.
Il est en lien, par exemple, chez les Grecs, il est en lien avec Apollon. Chez les Germano-Nordiques, ce sont Hugin et Munin, les deux oiseaux en lien avec Odin, c'est-à-dire la mémoire, Bah oui, thought and memory, la mémoire et la pensée. Ça, ouais, c'est Hugin et Munin. Et ce sont les corbeaux qui vont voyager dans les mondes parce qu'ils sont psychopompes et ils ouais. voyagent dans les différents mondes. Et quand on voit un problème, par exemple, avec quand il y a des corbeaux, ils viennent parce qu'ils sont en lien avec les mondes, le monde des morts. Et moi, ce que je ferais si j'habitais là-bas, hein, c'est que je ferais un petit peu des recherches par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça veut dire que les esprits ne sont pas au repos, Ah bah et ça non. veut dire que les gens, même si l'île est paradisiaque, c'est Ah pas non, mais terrible pour les gens pour vivre là-bas. Il doit y avoir des sacrés problèmes. c'est clair, moi, j'ai fait ce travail et je l'ai ressenti, toute cette énergie de ce qui n'est pas guéri, etc. C'est pour ça que je dis que il faudrait faire quelque chose. Mm, D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. mm. Et ta fille est réceptive à ça ou pas du tout? Un peu, et mon gendre pas trop, mais ma fille un peu, oui, mais je les amène progressivement parce que j'y vais quand même relativement souvent. Et Mm, on m'a dit qu'il fallait que j'y retourne d'ailleurs, mais pour ça, ça m'intéresse. mm. Oui, parce que c'est aux habitants aussi de cette île-là de faire Ah un ben travail, oui. tu vois. Il faut juste que, enfin, ce que je voudrais, enfin, si je peux me permettre, c'est si mon gendre arrivait à rassembler les gens en tant que leader, comme on disait Oui. l'autre fois, leader, et leur dire, il faut prendre conscience que ce lieu, il a besoin d'être guéri, Mm. tu vois? Et il y aurait Ouais. quelque chose. Ils font beaucoup de fêtes là-bas, il y a beaucoup de fêtes indonésiennes, machin, tout ça, mais une fête comme celle-là, il n'y en a pas. Oui. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le temple, en voyant les moines ou les prêtres du temple du coin, pourrait faire quelque chose aussi. Parce Ouais, qu'ils sont plus ouverts à ça. Il faudrait se mettre en lien avec les moines. ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire. Ça, c'est une bonne. Mais les corbeaux, c'est quand même, enfin, excuse-moi, là, je prends encore du Non, temps. non, C'est super intéressant, même par rapport aux plantes, là. Bon, la plante qui est extrêmement importante pour moi, tu la connais, j'en ai déjà parlé. Et le jour où en Australie, on étudiait, on faisait un travail sur cette plante-là, qui est quand même intéressante aussi au niveau des ancêtres et tout ça, eh ben, il y avait aussi des corbeaux. Et ils écoutaient, ils étaient là. On se rendait compte qu'eux, ils parlaient pas là, cette fois-ci. Mais ils étaient là comme, tu vois, s'ils écoutaient tout ce qui se passait, s'ils regardaient ce qu'on était en train de faire, etc. C'est vachement intéressant quand même. bah, par exemple, chez les Haïda, à Haida Gwaii, c'est en Colombie-Britannique, donc c'est dans le Pacifique Nord, pas très loin de l'Alaska. C'est une île et j'avais participé, j'avais été invitée parce que j'avais fait deux ateliers là-bas auprès enfin des peuples autochtones et j'avais été invitée à la, je sais pas comment on peut dire, à l'intronisation. Parce qu'il y a des chefs de clan, hein, et j'avais été invitée par c'était une femme, le chef de clan, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas fait de fête comme ça, et où elle était adombrée par le corbeau. L'animal totem était le corbeau, et j'ai encore des films où on la voit, elle donne son speech dans toute la communauté des autochtones, il y avait à peu près 500 personnes. Voilà un chapeau avec un corbeau stylisé sur son chapeau. Et le corbeau est un animal extrêmement important chez les Haïdas, extrêmement important dans les pays du Nord. Et alors, il y a deux types de corbeaux au niveau de la communauté corbeau. Il y a le corbeau qui reste, qui est en grand groupe. Il y a plein de corbeaux, on les voit par Oui, exemple oui, dans les campagnes. Et puis, il oui. y a les corbeaux qui volent uniquement à deux, le couple. Ils sont pas avec d'autres, mais c'est que le couple. En général, ils sont plus gros. Et ce qui est C'est intéressant, vrai. vous savez comment on dit une bande de corbeaux en anglais? Qui c'est ça? A murder of crow. A murder of crow. Un meurtre de corbeau.
C'est comme ça qu'on dit ça. Si on dit, tiens, là-bas, dans le champ, il y a un meurtre de corbeaux, ça veut dire il y a un troupeau de corbeaux. Mm. C'est assez étonnant. Et c'est vrai que c'est en lien, alors chez les Celtes, c'est en lien avec la Morgane, c'est-à-dire une déesse en lien avec les morts et le champ de bataille, les morts sur le champ de bataille, et évidemment avec Odin, qui est aussi en lien avec ce genre on va dire, il a la moitié des morts qui reviennent à Odin et l'autre moitié revient à Freya, chez les peuples nordiques. Voilà. Ouais. Et le corbeau, c'est celui qui vous donne des messages, dont le corbeau est Ah ouais, ah ouais. extrêmement Ah ouais, intelligent, c'est sûr. et c'est vrai qu'il écoute. Et si il nous choisit, c'est pas par hasard. S'il y a un corbeau dans le coin qui vient nous voir, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Ouais, ouais, ça, j'ai compris le truc là. Oui, parce que c'est ce qui est intéressant. Euh, on pourrait se dire, mais comment le corbeau a quelque chose à nous dire? Bah, tout simplement, ça se passe par notre point d'assemblage. Et ça, on va faire un voyage, hein. On a déjà fait, pour ceux qui étaient là le mois dernier, le voyage avec sur le point d'assemblage. Ça fonctionne avec notre point d'assemblage. Tout simplement parce que le point d'assemblage est ce point énergétique. Alors, on a un corps énergétique, un espèce de cocon, ça forme un peu un œuf. Et dans ce cocon, au niveau de l'omoplate, vers la colonne vertébrale, le bas de l'omoplate, il y a un point énergétique. Mais dans le cocon, hein, pas dans le corps, il y a un point énergétique qui rassemble des faisceaux énergétiques. Donc l'univers est composé de faisceaux énergétiques. Comme des fils, vous pouvez imaginer des fils de lumière, de luminosité. Et un certain nombre de ces faisceaux énergétiques passent par notre point d'assemblage. Et c'est la position du point d'assemblage qui va créer le monde, qui va assembler le monde autour de nous. Et il y a des positions particulières qui nous permettent, il y a des positions particulières qui nous permettent d'entendre, de comprendre les animaux. Mm, mm. Il y a des positions particulières qui vont faire en sorte que on va atteindre l'illumination ou l'éveil chez ce qui est appelé comme ça chez les bouddhistes. Mm. Ce n'est pas à force de prier, de faire, je sais pas moi, le poirier, la tête en bas, les pattes en haut, ce que vous voulez. C'est si notre point d'assemblage n'est pas suffisamment assoupli et ne peut pas se déplacer sur le point de la connaissance silencieuse, c'est appelé comme ça, s'il n'est pas déplacé sur le point de la connaissance silencieuse, c'est-à-dire on sait sans même savoir, et ça ne passe pas par l'intellect, on pourra toujours faire ce qu'on veut, on sera toujours bouché à l'émery. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'illumination, ça passe par le point d'assemblage. L'être humain a deux points sur lesquels il fonctionne, c'est le point de la raison. À un point sur lequel il fonctionne particulièrement, c'est sur le point de la raison. Il faut savoir qu'avant, il y a très très longtemps, la position particulière du point d'assemblage de l'être humain était ailleurs, c'est-à-dire il était sur le point de la connaissance silencieuse. Les êtres humains étaient des êtres à la base illuminés, éveillés. C'est ensuite le besoin de passer par l'intellect petit à petit qui a déplacé le point d'assemblage et qui l'a fixé sur le point de la raison. Et donc, tout est une question de point d'assemblage. Tout est la compression, ça fonctionne avec le point d'assemblage. Si vous êtes dans admettons, on va faire une balade où je vais vous donner un exemple très clair. Dans un mois, j'emmène un groupe au Guatemala. Et notamment, on va passer 2 jours dans la jungle. Dans la jungle, il peut se passer plein de choses. Et en plus, on va dormir dans la jungle, tant qu'à faire. Donc, dans la jungle, on a des singes, on a plein d'animaux différents. Il y a aussi la harpie féroce. Ça serait super si on pouvait en voir une, mais bon, je n'en sais rien.
Il y a aussi des pumas, il y a aussi des jaguars dans la jungle. Et je ne dis pas que ça court, parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières décennies, ces animaux ont largement appris à se méfier de nous, mais ils existent. Et il est tout à fait possible qu'on soit observé par un jaguar ou un puma sans même qu'on le sache. Si on se balade et qu'on se retrouve dans une forêt, mais même en Europe, on se retrouve face à un énorme sanglier, comment va-t-on réagir? Si on réagit de la manière, on va dire, habituelle, avec la raison, ça va mal se passer. Parce que les animaux de pouvoir, les animaux tout court, je veux dire pas de pouvoir, mais les animaux sont normalement branchés sur la connaissance silencieuse. Notamment les félins, ils savent exactement ce que vous allez faire. Parce qu'ils sont branchés, ils voient votre corps énergétique et ils décodent automatiquement. Donc, ça, si vous voulez, ça explique la raison pour laquelle on peut tout à fait se retrouver agressé par un animal, parce que de toute façon, il saura notre intention d'une certaine façon. Évidemment, si on se trouve à 500 mètres avec un fusil, des lunettes, etc., ça c'est autre chose, hein. Voilà, c'est carrément autre chose. Mais face à face avec un animal de pouvoir, avec un animal comme ça, on n'a aucune chance. Si on fonctionne sur la raison, si on fonctionne sur le point de la connaissance silencieuse, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Voilà. Et c'est exactement la même chose avec les plantes. Si on perçoit l'énergie des plantes, on saura si la plante nous est bénéfique. Si on est dans un endroit, on saura si on peut la... Admettons, on a eu un accident de voiture, on est coupé de tout, on ne sait même pas où on se trouve et on est obligé de rejoindre l'endroit. Ça peut arriver. On voyage, on se retrouve coincé, on a loué une voiture, il y a un problème, on est en train de traverser je ne sais quoi, une énorme forêt, on est à 100 km. Par exemple, vous êtes en Islande. En Islande, quand vous vous baladez en Islande, on vous dit, vous vous arrêtez dans une station. Alors c'est extrêmement intéressant, vous arrêtez dans une station pour faire le plein. Et vous dites, bon, ben, je suis à combien de kilomètres de tel ou tel endroit? Et là, on vous dit, bah écoute, 45 minutes si tu pars à droite et puis 75 minutes si tu pars à gauche. Voilà, bon, ok, parce que ça fonctionne pas du tout de la même, ils décodent pas le monde de la même façon. Et si vous vous retrouvez, moi je me souviens en Islande, on m'avait dit, un des gars avec qui j'avais parlé, il me dit, écoute, si jamais vous êtes en panne, parce qu'on montait tout dans le nord, etc., il me dit, si vous êtes en panne, ne bougez pas. Faites un trou, mettez-vous dans le trou, mettez une écharpe, un truc au-dessus avec des pierres pour qu'on puisse vous voir, mais ne commencez pas à vous aventurer parce qu'il y a un vent très fort. Il ne fait pas extrêmement froid, je veux dire -5, -10 éventuellement, même 0, mais le problème, il y a un vent extrêmement fort et c'est le vent qui fait que les gens ont des accidents et peuvent en mourir. Voilà. Et dit, tu bouges pas, t'attends, de toute façon, on viendra vous chercher. Donc, ça durera le temps que ça dure. Mais vous êtes paumé comme ça et vous n'avez absolument rien pris à manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez des plantes, des vagues plantes autour de vous. Vous ne savez pas ce que c'est, vous en trouvez que ça a l'air sympa. Vous ne savez pas si c'est un poison. Si vous êtes branché, déjà et d'une, si vous savez faire des voyages chamaniques, vous pouvez vous mettre en contact avec la plante pour savoir si elle est d'accord et si vous pouvez la consommer si elle est d'accord. Ou si vous voyez l'énergie de la plante, vous savez tout de suite. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est une autre façon de décoder le monde. Parce que le monde, à la base, il est énergétique. Il n'est pas physique. Et donc, le côté physique de ce qu'on croit être physique, c'est juste une illusion. Ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va, Valérie? Oui, ça va, merci, je suis parfaitement. J'ai une petite question tout à l'heure. Tu as dit que on pouvait assouplir le point de je D'assemblage. sais plus Ça quoi. s'appelle le point d'assemblage. Voilà. Et comment on fait du coup Alors,
Alors, le point d'assemblage, pourquoi on l'appelle assemblage? Parce qu'il assemble le monde. Il assemble notre monde. Quand il est déplacé à un autre, quand il se déplace sur une autre position, il assemble d'autres mondes. Par exemple, si vous avez un point d'assemblage qui est un peu, la position est un peu assouplie, ça explique la raison pour laquelle quand il y a des personnes, on dit certaines personnes sont des médiums ou certaines personnes voient des choses. Elles ne sont pas plus douées que les autres, hein. Leur point d'assemblage est juste un peu plus souple. Mm. Cette souplesse du point, de la position, on va dire, du point d'assemblage, leur permet de commencer à percevoir Mm. d'autres mondes qui existent ici et maintenant en même temps que nous. Mais comme notre position, elle est extrêmement rigide, parce que c'est le monde matériel, c'est comme ça, la réalité, c'est ça, etc. Du coup, on ne perçoit pas. Plus ça devient assoupli, plus on arrive à percevoir certaines choses. Voilà. Ou à écouter, à entendre, etc. Donc, alors, comment on fait pour... comment ça se fait? Alors, les chamans ont différentes techniques, et notamment la technique de la récapitulation, et qui est à Ok. dire la récapitulation chamanique, qui est alors, en vérité, non, ça fait très prêcheur, ça, en vérité, je vous le dis. Bon, ça commence mal pour moi ce matin. Bon, si vous voulez, ils nous font faire des exercices X, Y ou Z, mais ce n'est pas l'exercice en soi qui est important, c'est le fait de détourner notre attention. Ils détournent notre attention de notre monde ordinaire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait du control remote viewing. C'est une technique qui commence à être un peu plus connue maintenant parce que c'était top secret jusqu'en 96, donc il y a 28 ans, si je calcule bien, ouais, c'est ça. Si vous voulez, c'est une technique qui était utilisée par les services secrets aux États-Unis pour réussir à trouver des gens pour sortir des otages, pour faire de l'espionnage, enfin, pour plein de choses. Et le control remote viewing, on a une technique où on occupe notre cerveau gauche à faire des choses genre, bon, le lieu, est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on a fait ci et ça. Et pendant ce temps-là, notre autre partie peut récupérer les informations. Et c'est exactement ce qui se passe avec le chamanisme. Ils nous font faire des exercices, des fois des choses qui nous paraissent totalement absurdes, mais parce que ça détourne notre attention. Et donc, la récapitulation a pour but, si vous voulez, de récupérer l'énergie de notre monde, de notre vie, des événements de notre vie. Mais ce qu'on ne sait pas, on se place sur le point, on se place là, je me rappelle dans une situation difficile où j'ai vécu un deuil, où j'ai eu une séparation, où j'ai, je sais pas moi, peu importe, une maladie, où j'ai eu un accident, où j'ai eu très peur dans la voiture. Et juste après, on est tombé dans le ravin. Peu importe, une situation extrêmement compliquée. Là, on a perdu de l'énergie. Donc, il est important de récupérer cette énergie qu'on a perdue. Donc, on se met dans la position, on visualise la situation. Et ce qui se passe réellement quand on fait cet exercice, c'est qu'à un moment donné, et ça, on le sent, c'est pas forcément toujours évident d'y parvenir, c'est qu'on place, on arrive à placer, on va dire, c'est pas nous, mais notre point d'assemblage va se placer dans la position où l'événement a eu lieu. Et du coup, on se trouve précipité dans l'événement. Pourtant, c'est un événement passé, ça s'est passé il y a 25 ans. Ben, ça, c'est ta croyance. Vous voyez, c'est la magie du chamanisme. C'est qu'on se place, que quand la position, quand le point d'assemblage se place dans la position de l'événement, on est dans l'événement, on récupère l'énergie. Mais on est vraiment dans l'événement. Pendant quelques secondes, et quand on revient, on est là, mais ouais, on était dans l'événement.
Et ça, alors ça, c'est une technique. Après, il y a la technique de la traque, c'est-à-dire on traque ce qu'on fait. On traque ses croyances. Donc, on décode combien de personnes font des choses en pensant qu'ils les font correctement ou qu'ils rendent service à l'autre, alors qu'ils ne font que de l'abus de confiance ou l'abus de pouvoir. Avec les meilleures intentions du monde, d'ailleurs, hein, ne dit-on pas l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on traque systématiquement ce qu'on fait, ce qu'on pense, etc. Ce sont des techniques pour détourner notre attention du monde qui est assemblé, qu'on appelle, et donc nos croyances à tous les niveaux, c'est ce qu'on appelle faire un inventaire. Dans le monde chamanique, on fait l'inventaire et on regarde et on fait le point sur ce que ça signifie, etc. Parce que nous ne sommes qu'une construction d'inventaire. Et plus on va commencer à détricoter ça, plus le point d'assemblage, enfin la position du point d'assemblage s'assouplit. Ça se fait automatiquement. Plus on est rigide dans nos croyances et qu'on est sûr d'avoir raison, plus notre point d'assemblage se rigidifie. Et donc, plus on retrouve notre énergie, etc. Oui, Ça va. c'est-à-dire on cumule de l'énergie parce que évidemment, pour que le point d'assemblage commence à se déplacer, on a besoin d'énergie. Et pour pouvoir se souvenir de ce qu'il s'est passé pendant le déplacement du point d'assemblage, il nous faut de l'énergie. Autrement, on ne se souvient pas. Mm. On peut avoir des moments de trucs incroyables, on ne se souvient pas. Et donc, les exercices, c'est fait pour faire le tri, nettoyer cette représentation du monde ordinaire, ce qu'on appelle le tonal chez les chamans, notamment chez les chamans du Mexique, ils appellent ça comme ça. Ils nettoient cette partie-là, et donc cette partie est nettoyée à tous les niveaux. Quelle est ma croyance vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mon partenaire, ma partenaire, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de plein de choses comme ça. On nettoie tout ça. Et donc, on commence à se détacher du monde ordinaire, et ce n'est que quand on commence à se détacher du monde ordinaire qu'on commence vraiment à pouvoir aider. Parce que ce qu'on croit, c'est qu'on aide l'autre en étant totalement émotionnellement impliqué, alors que niet, hein, on s'aide soi. Oh, que je t'aime, oui, c'est ça. Niet. On fait ça pour se faire plaisir. Mais bon, on n'a pas envie de le voir. Et quand on dit fondamentalement, on ne peut aider que quelqu'un si on n'en a rien à faire. Et c'est vrai. Quand on creuse, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas aider quelqu'un si on en a quelque chose à faire. Parce que si on en a quelque chose à faire, c'est qu'on a un intérêt par rapport à la personne, et cet intérêt doit rejaillir sur nous. C'est conforter ce qu'on appelle notre importance personnelle, notre suffisance. L'acte totalement gratuit est quand on n'en a strictement rien à faire du résultat, quel qu'il soit. Mais nous sommes tellement imbus de notre personne que nous croyons que nous sommes totalement essentiels à tout ce qui se passe et que l'autre, il faut qu'on l'aime ou qu'il faut que... Non. En gros, plus j'en aurais rien à faire de toi, plus je pourrais t'aider. Mais ça, c'est compliqué. Parce que ça va à l'encontre de toutes les croyances qu'on nous a inculquées depuis qu'on est tout petit. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? En psycho, ça se vérifie. Merci, Fatima. Tu peux donner un exemple, pareil? Un exemple concret, on ne peut pas Ouais. soigner, en tant que psychologue, on ne peut pas soigner nos enfants ou nos parents, puisqu'on est, voilà, on est en affect avec eux. Par contre, un individu qui arrive, qui présente tous les problèmes du monde, comme on est détaché, on va plus facilement cerner sa problématique et le sortir de là. Ouais, mais c'est vrai, c'est un excellent exemple, effectivement. Oui, tout à fait.
Oui, oui. Donc, est-ce que il y a des questions par rapport à ça? Oui, j'ai posé la question dans le chat. Est-ce Ah, que l'analyse des rêves peut être considérée comme faisant partie de la traque? Hmm. oui. Si tu veux, oui, c'est de la, ça, l'analyse des rêves, c'est une façon de commencer à entrer en contact avec tes contenus intérieurs. Et alors, il faut toujours faire attention dans l'analyse des rêves, dans le sens où il y a toujours une composante culturelle dans l'analyse des rêves. Il n'y a pas une analyse neutre, hein. Dans l'analyse des rêves, il faut tenir compte du contexte personnel, du contexte, on va dire, culturel, mais l'analyse des rêves est en effet une traque et ça fait partie du travail du chaman. D'ailleurs, les chamans, dans beaucoup de langues autochtones, le mot chaman et le mot rêveur, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et une très très bonne chose pour reconnaître si vous avez quelqu'un que vous trouvez bien, que vous avez envie de suivre ou d'aller faire un atelier avec, etc. Si la personne se dit chaman, déjà, soyez prudent parce qu'en général, on ne s'intronise pas chaman. Et si elle se, admettons, oui, moi je suis chaman, j'ai été formée par gna 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 gna, peu importe, demandez-lui s'il rêve. Voilà. Juste comme ça. Ah ben, oh, qu'est-ce que tu penses des rêves? Est-ce que tu rêves? Si la personne dit non, bah, vous savez, cliquez poubelle, hein. Vous savez que c'est pas un chaman. Ce n'est pas possible d'avoir un chaman qui ne rêve pas. C'est le domaine du chaman. C'est un marcheur de rêve. Parce que le chaman va. Alors, il y a les rêves. Un des princes, l'un on va dire, l'une de ses fonctions, c'est justement de traquer dans les rêves. Le chaman, c'est ce qu'il fait, c'est un rêveur. D'ailleurs, c'est Rasmussen, celui qui est allé dans l'Arctique, qui a vu les Inuits, qui a travaillé avec les Inuits, qui a demandé un jour qu'il discutait avec un Inuit, et il demandait à l'Inuit, mais et toi, est-ce que tu es chaman? Et l'Inuit le regarde un peu surpris, et il dit, bah non, je rêve pas. Voilà. En Mohawk, le mot chaman et le mot rêveur, c'est la même chose. Voilà. Donc, déjà la base, c'est le rêveur et le conteur. Ce sont les deux choses qui sont les chamans, c'est ça, des rêveurs et des conteurs. Donc, une question, Question générale, Michel. pas que sur les plantes, c'est que j'ai l'impression qu'on me guide des fois vers des plantes, animaux, etc., qui sont fictifs. Donc, par exemple, pour les minéraux, il y avait la kryptonite. Les plantes, il y en a dans les légendes. Les animaux, je sens même qu'on me dit de regarder des dictionnaires de Pokémon, des trucs comme ça. Et c'est un peu comme si ça ouvrait des perspectives vers des êtres qui existent plus ou moins dans la fiction, mais qui sont plus larges que ceux qu'on connaît. Alors, Mais des fois aussi, pas du vrai non plus, parce que les Pokémon et la kryptonite, c'est pas exact non plus. ouais. Alors, pourquoi ça ne m'étonne pas? Non. Alors déjà, et d'une, il faut savoir que rien n'est... je veux dire, tout existe. Quelqu'un qui a pris une idée, ça lui arrive comme ça, il va créer, il va te dire le nom d'une plante dans un manga, dans un... peu importe. Cette plante, elle existe. Même si nous, dans cette réalité, dans le monde que nous avons assemblé, on l'a pas trouvée. C'est pas une plante du réel, mais elle existe. À partir du moment où elle est conçue, elle existe. Puisque nous créons la réalité au fur et à mesure. C'est nous qui assemblons le monde avec notre système de croyances. C'est juste que il n'y a pas encore suffisamment de personnes avec
qui regarde dans une plante dans un Pokémon ou je ne sais pas quoi, qui ont fait que cette plante s'est totalement matérialisée dans cette réalité. Mais tu verras qu'à un moment donné, elle va se réaliser, elle va se matérialiser. Parce que c'est énergétique. Si la personne a créé cette plante d'un point de vue énergétique, elle existe. Donc c'est absolument, c'est juste. Et si cette plante existe, nous, on s'adresse aux plantes au niveau énergétique, au niveau subtil. Si la plante est un guide pour toi au niveau subtil, c'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, si ça va être ta plante protectrice pour, je sais pas, pour la lignée féminine ou pour avoir du courage ou pour je ne sais quoi, eh ben, tu peux toujours aller t'adresser à elle, c'est pas un problème, ça. Alors après, si c'est une plante ou un animal dans une œuvre un peu pas très connue, l'égrégore n'est peut-être pas très puissant. Elle sera peut-être puissante pour toi, c'est ça qui est Ouais, important. d'accord. C'est pas forcément pour les autres. Fondamentalement, pour les autres, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ta relation, toi, avec cette plante. Et puis, qui te dit que la personne qui a écrit, on va dire, le récit dans lequel il parle de la plante, n'est pas allé voir la plante qui est assemblée dans un autre monde? Hmm. Parce que quand tu tires ton imaginaire ou quand tu tires des choses de ton imagination, c'est pas forcément toi qui l'as créé, c'est que tu as reçu des informations, tu crois que c'est ton imagination, mais tout simplement la nuit, quand nous rêvons, notre point d'assemblage se déplace et nous allons ailleurs. Nous rencontrons d'autres gens. Nous allons dans d'autres réalités. Et nous ramenons parfois des souvenirs dont nous n'avons pas conscience. Et quand on écrit, ou quand on peint, ou quand on fait une création artistique, ça va se matérialiser dans notre création. On pense que nous avons imaginé que ça n'existe pas, mais pas forcément. C'est pas. Ce qu'il faut, ce qui est extrêmement important, c'est que nous sommes des êtres extrêmement complexes, extrêmement mystérieux et des êtres magiques. Nous ne sommes pas confinés dans ce que nous croyons être notre monde. On ne le sait pas, on n'en a pas conscience parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour en avoir conscience, mais on va dire on se balade, hein. Et même quand nous, actuellement, nous sommes ici à discuter, à essayer d'avancer, nous sommes multiples. Donc, nous avons certaines parties de nous qui ne sont même pas ici, qui vont récupérer des informations ailleurs. Est-ce que ça te parle comme explication? Oui, 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 merci beaucoup, oui. Hmm.